Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire organisé par l'OPCO Atlas sur la thématique de l'offre de services. Alors, pour rappel, avant de démarrer, on est sur une information à destination des adhérents de l'OPCO rattachés à la branche bureau d'études particulièrement et à la région Occitanie. Voilà, donc moi je suis Anaïs Brunner, donc conseillère formation de l'OPCO sur la région Occitanie et donc je vais co-animer ce webinaire avec Vanessa Coste que vous devez voir à l'écran aussi et qui est elle aussi conseillère Bonjour. formation sur la région Occitanie. Au niveau des informations pratiques avant de démarrer, sachez que bien évidemment le support de présentation vous sera transmis à l'issue du webinaire dans les jours à venir. Au niveau des questions, vous avez la possibilité de poser vos questions à l'écrit, mais l'outil ne nous permet pas de euh, faire en sorte que les questions soient visualisées par tout le monde, ce qui fait que euh, on essaiera, entre chaque grande partie de cette présentation, de reprendre un petit peu les questions qui auraient été voilà, les plus pertinentes pour faire partager les réponses à l'ensemble des participants. Si jamais on n'avait pas la possibilité ou le temps de répondre à l'intégralité des questions, vous aurez la possibilité de nous les reposer en nous envoyant un mail à l'adresse de l'antenne générique de Toulouse. Vous aurez voilà, l'adresse mail sur la présentation, sur le support, vous pourrez la récupérer. Voilà. Avant de démarrer encore, je voulais juste faire un petit point parce qu'il y a certainement des gens qui nous écoutent aujourd'hui qui sont en contact avec l'OPCO Atlas sur des dossiers en cours ou qui cherchent à nous joindre voilà, pour des questions, pour des problématiques particulières. Sachez que l'activité est très intense actuellement, que ce soit au niveau national ou au niveau de l'antenne Occitanie. Hein, ben, avec effectivement la période, la campagne alternance qui est en cours, mais aussi toute l'activité liée au plan de relance. Donc, on est conscient que ça peut être difficile pour vous de nous joindre par téléphone, qu'il peut y avoir des délais assez longs au niveau de l'instruction des dossiers, notamment du contrat d'apprentissage. Sachez qu'on met tout en œuvre pour remédier à ces délais euh, et qu'on s'excuse, on s'en excuse d'ailleurs. Mais voilà, il y a des choses qui sont mises en œuvre, des gens qui sont en train d'être formés et voilà, les délais vont pouvoir être raccourcis et les possibilités de nous contacter vont pouvoir être plus simples incessamment sous peu. Mais voilà, c'était simplement pour voilà, faire un petit point là-dessus et s'excuser à propos de ces délais, de ces retards qui peuvent effectivement vous impacter. Je pense qu'on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet maintenant, donc effectivement sur l'offre de services de l'OPCO Atlas destinée à la branche bureau d'études, aux adhérents de la branche bureau d'études de l'OPCO et de la région Occitanie. Donc, on va voir dans un premier temps, alors excusez-moi, je passe la présentation, voilà. Donc, on va voir quatre parties principales sur cette présentation. Donc, je vais d'abord, dans un premier temps, vous présenter rapidement hein, l'OPCO Atlas, dans quel contexte il intervient, quelles sont ses missions, mais aussi son périmètre d'action. Euh, Vanessa va ensuite vous présenter l'offre de service Atlas avec l'offre de service classique, hein, les services en ligne, mais aussi les dispositifs que vous connaissez déjà certainement. Et je reprendrai le relais pour vous parler des dispositifs un petit peu plus spécifiques de l'OPCO et des dispositifs complémentaires, voilà, qui ne font pas forcément partie de l'offre de service Atlas, mais qui sont importants à prendre en compte malgré tout. Et enfin, Vanessa vous fera une présentation des dispositifs exceptionnels liés ben, voilà, à la crise sanitaire, au plan de relance lié à la crise sanitaire du Covid-19. Alors, l'OPCO Atlas, vous le savez, est né de la réforme de la formation professionnelle du 5 septembre 2018. Euh, L'objectif de cette réforme pour le gouvernement est de renforcer l'investissement des entreprises dans les compétences de leurs salariés, de réformer le système d'apprentissage et de donner de nouveaux droits aux personnes, dans l'idée effectivement qu'ils puissent être acteurs de leur vie professionnelle et qu'ils puissent choisir leur parcours.
Au niveau de cette réforme-là, justement, l'État a souhaité une véritable réduction du nombre d'acteurs du champ de la formation professionnelle et il a donc demandé aux différents OPCA de se regrouper pour former les OPCO. Donc, vous aviez l'habitude jusqu'à cette réforme de faire appel à l'organisme paritaire collecteur agréé qui était le FAFIEC. Aujourd'hui, vous faites appel à l'opérateur de compétences qui est l'OPCO Atlas. Dans le cadre de cette réforme, effectivement, l'OPCO a donc perdu sa mission de collecte, puisqu'il n'est plus organisme paritaire collecteur. Et c'est donc l'URSSAF qui prend le relais sur cette mission de collecte. Alors, l'URSSAF va prendre le relais, a priori, en 2022. Donc, effectivement, ne soyez pas étonnés de recevoir des appels à collecte encore de l'OPCO, puisque l'OPCO, détenant les compétences pour cette mission-là, voilà, continue à la mener à bien jusqu'à la prise de relais de l'URSSAF. Donc aujourd'hui, effectivement, l'OPCO n'a plus cette mission de collecte. Néanmoins, de nouvelles missions ont été définies par le cadre légal, qui sont le financement des contrats en alternance, donc contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation, l'accompagnement des entreprises, essentiellement TPME, dans la définition des besoins en matière de formation professionnelle, l'accompagnement des branches dans la construction des diplômes et des certifications, et enfin le fait d'être un appui technique aux branches dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, effectivement, il y a eu une réduction du nombre d'acteurs au niveau de la formation professionnelle dans le cadre de cette réforme. Et on le voit aujourd'hui, l'OPCO Atlas est né du mariage entre l'ancienne OPCA FAFIEC, comme je vous le disais, qui était en charge de la branche des bureaux d'études, et l'ancienne OPCA OPCABAYA, qui était en charge d'accompagner les entreprises de la branche des banques et des assurances. Aujourd'hui, l'OPCO Atlas couvre 15 branches professionnelles liées aux services financiers et au conseil. Donc sa mission, ça va être d'accompagner les sociétés de services à haute valeur ajoutée. Pour avoir une petite idée du périmètre que couvre l'OPCO Atlas, aujourd'hui, on accompagne environ 100 000 entreprises pour 1,6 million de salariés. Pour faire un petit focus sur la branche bureau d'études, on a 73 000 entreprises pour environ 1 million de salariés. Voilà, donc pour la branche à laquelle vous appartenez. En région Occitanie, on a la mission d'accompagner environ 8 000 entreprises pour 85 000 salariés. Il faut savoir que l'OPCO est très vigilant à conserver une notion de proximité avec ces entreprises. Pour cette raison-là, il est réparti en antennes régionales. Donc, vous êtes rattaché effectivement à l'antenne Occitanie de l'OPCO Atlas. Et on est donc 6 conseillers en tout à intervenir sur l'antenne Occitanie. Donc, 4 conseillers en charge de l'ancien secteur Midi-Pyrénées. Et il y a 2 conseillers qui sont basés à Montpellier qui sont en charge de l'ancien secteur Languedoc-Roussillon. Voilà un petit peu pour la présentation de l'OPCO et de nos missions. Voilà, je vais donc maintenant donner la parole à Vanessa, éventuellement pour faire le point s'il y a eu peut-être des questions qui ont été posées pendant cette première partie de présentation, s'il y a des choses à faire partager, et puis sinon pour prendre le relais sur la suite de la présentation. Oui, merci Anaë. Bonjour à tous. Il y a une question, enfin d'un adhérent qui a un problème de connexion, qui n'entend pas, donc j'ai fait appel à Gaëlle. J'espère qu'elle a pu résoudre le problème et que ça fonctionne à présent. Merci, c'est gentil. Bon, donc voilà, je suis conseillère Vanessa Coste à l'OPCO Atlas depuis 5 mois. Donc moi, je vais intervenir donc en co-animation avec Anaï, comme elle vous le disait en présentation, sur certaines parties donc, de ce webinaire, et notamment les services en ligne. Donc les services en ligne de l'OPCO Atlas qui ont été revisités, actualisés donc depuis plusieurs mois pour essayer de répondre au mieux à vos besoins, pour essayer de vous rendre autonomes, vous les adhérents, pour toutes les démarches. Donc un seul site aujourd'hui, le site donc que vous voyez à l'écran.
qui vous permet donc de vous connecter à votre espace de service. Donc, c'est votre espace en ligne MyAtlas, l'espace adhérent. Pour tous ceux qui n'ont pas encore réalisé leur adhésion, il y a également, je précise, sur la page d'accueil de l'OPCO Atlas, donc ou dans l'onglet entreprise, donc une partie adhérer à Atlas. Et donc une fois que vous avez votre adhésion donc à jour, vous pouvez vous connecter à votre espace de service pour saisir vos demandes de prise en charge, notamment pour suivre l'avancement de vos dossiers, voilà, que vous avez saisis donc en ligne. Voir s'ils sont en cours d'instruction, s'ils sont bien arrivés, où est-ce qu'on en est dans leur traitement et l'instruction. Vous pouvez consulter l'historique de vos démarches. Vous pouvez automatiquement, rapidement, donc déclarer vos déclarations, connaître l'historique des formations suivies par vos salariés également, consulter les règlements que nous avons effectués, simuler des montants de contribution, imprimer vos reçus libératoires. Donc aujourd'hui, beaucoup de démarches donc se font via votre espace de service et donc on parle de même 100% de démarches en ligne. Donc n'hésitez pas à vous connecter et à explorer tout ce qui a été mis à jour donc ces derniers mois par OPCO Atlas. Par rapport donc au dispositif que nous allons aborder, donc au vu du contexte actuel par rapport à la crise donc que nous avons vécue, on va aborder donc des dispositifs que vous connaissez déjà dans un premier temps, pour certains d'entre vous, je pense, donc le plan de développement des compétences. On abordera les actions collectives, puis le plan TPME-PME. Alors, on va démarrer par le PDC, ce qu'on appelle le plan de développement des compétences. Donc, ce dispositif, comme les deux autres que je vous ai cités, ont été revus en juillet dernier par la commission paritaire le conseil d'administration de votre branche, pardon. Et des modifications ont été donc mis à jour avec au niveau du plan. Alors le plan regroupe l'action de formation et de développement des compétences. Il concerne donc les salariés d'entreprise, qu'ils soient en CDI, en CDD. Il concerne donc la prise en charge de tout ou partie des coûts pédagogiques par OPCO Atlas. Et il finance également la formation externe ou interne, les bilans de compétences également. Donc, ce plan, il a été abondé par le conseil d'administration donc fin juillet. Et selon les tranches d'effectifs des entreprises, le plan donc a été abondé en termes d'euros financiers. Donc, on va voir selon les tranches d'effectifs des entreprises sur la diaporama suivante. On va voir donc, Anaï, peut-être tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Oui, c'est bon. Voilà, merci. Voilà, les critères ont été réévalués, comme je vous le disais, en juillet dernier par rapport à la crise du Covid. Donc, ce plan finance, comme on vient de voir, donc les formations, les coûts pédagogiques des formations internes, externes, des bilans de compétences, et s'adresse aux salariés. Alors, les entreprises de moins de 24 salariés, vous pouvez voir qu'aujourd'hui, l'enveloppe plan a été abondée, elle est de 4 000 € hors taxe. Alors, bien évidemment, si vous avez déjà consommé une partie du plan, ça sera à déduire. Les entreprises de 25 à 49 salariés bénéficient, elles, d'un solde de 6 000 € hors taxe, donc également revu à la hausse. Et puis les entreprises de 50 à 299 salariés, précisément, dont les coûts pédagogiques de formation sont financés à hauteur de 50% pour chaque projet, ont également des enveloppes qui ont été abondées. Alors, je ne vais pas tous vous les citer, vous allez vous retrouver, vous les participants, les adhérents, dans chaque tranche d'effectifs. Voilà. Donc, on vous accompagne sur, en effet, la formation de vos salariés aujourd'hui. Et donc, vous pouvez d'ores et déjà, si vous n'avez pas utilisé votre enveloppe plan, eh bien, vous pouvez déposer des demandes de prise en charge dans le cadre de ce dispositif.
Voilà, donc on se tient à votre disposition pour vous indiquer le solde qu'il vous reste. Donc n'hésitez pas, comme le disait Anaë, nous sommes conseillères et disponibles. Voilà, c'est notre job pour vous renseigner. N'hésitez pas à nous demander combien il vous reste sur l'enveloppe pour pouvoir prétendre à des prises en charge du coup complémentaires auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé ou sur lesquelles vous ne seriez pas peut-être engagé. Voilà. Ensuite, donc, nous allons passer aux actions collectives. Donc, les actions, alors le plan TPME avant les actions collectives. Non, les actions collectives avant le plan TPME. Donc, les actions collectives. Donc, ça, c'est un dispositif qui est propre à la branche de la Syntec, des bureaux d'études, ingénierie et conseil. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ne connaissent ou connaissent pas ces actions collectives. En fait, c'est une plateforme dont vous voyez le lien Internet sur laquelle vous vous connectez et qui vous permet de rechercher des formations qui ont été au niveau national conventionnées par OPCO Atlas avec des OF. Donc là, il n'y a pas la recherche d'organismes de formation. OF égale organisme de formation. Tout est préétabli et tout est déjà conventionné. Donc, ces formations sont prises en charge à 100% sans que vous n'ayez amputé la partie plan. Voilà. Donc, ces formations sont élaborées pour répondre aux besoins des entreprises. Vous retrouverez sur la plateforme d'inscription donc l'intégralité des formations rangées par thématique, par filière, par région également. Et vous avez accès au contenu, au programme de formation, vous avez accès bien évidemment aux sessions, aux dates qui ont lieu, ça peut être en présence, à distance, et vous faites votre inscription directement via cette plateforme. Alors, les quotas étaient moindres, ils ont été toujours fin juillet, comme je vous le disais, abondés par le conseil d'administration. Donc, entreprises de moins de 11 salariés ont droit à 8 quotas, 8 actions collectives. Les entreprises de 11 à 49 salariés ont droit à 11 quotas. Les entreprises de 50 à 299 salariés, 13 quotas. Et les entreprises de plus de 300 salariés, 2,6% de l'effectif. Tous les personnels reconnus travailleurs handicapés, RQTH, ne tient pas compte du décompte de ces actions collectives. Et l'action qui s'intitule Piloter la formation professionnelle n'est pas non plus décomptée en termes de quotas. Alors peut-être il y aura des questions, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est 2 points sur lesquels je mets l'accent. Voilà, donc à présent, vous avez des quotas plus importants que vous n'aviez jusque-là. Nous sommes disponibles, comme pour la partie plan, pour vous indiquer les soldes qui peuvent vous rester en termes de quotas. Voilà. Donc, je répète, action collective financée à 100% par OPCO Atlas, conventionnée au niveau national avec des organismes de formation, une inscription en direct sur la plateforme dont vous voyez le lien. Autre dispositif, donc le plan TPE-PME. Donc ça, c'est un dispositif. Alors, oui, voilà, merci Anaï. Après, on passera en effet à l'alternance. Mais avant, donc le plan TPME, donc c'est un dispositif propre toujours à la branche de la Syntec qui lui aussi a ces critères qui ont été réévalués. Alors peut-être là aussi, certains d'entre vous connaissent ou pas ce dispositif. Donc c'est un dispositif dont l'objectif est de développer un axe stratégique pour l'activité de l'entreprise. Donc toute entreprise adhérente branche, donc ingénierie bureau d'études, un projet de développement, un projet avec un axe stratégique peut mobiliser ce dispositif. Alors il y a un argumentaire avec toute une trame de questions auxquelles l'entreprise doit répondre et doit motiver sa demande. Nous, OPCO Atlas, si cette demande donc est recevable, est éligible, alors ça fait le dossier fait l'objet d'une validation par un comité de décision. Eh bien, OPCO Atlas prendra en charge donc à hauteur de 75% du coût pédagogique du projet
Il y a un plafond maximum que vous voyez inscrit sur la diapositive, 11 250 € hors taxe. Donc, l'enveloppe ne peut pas excéder 11 250 € hors taxe. Et Opco Atlas prend en charge 75% des projets. Donc, autrement dit, l'adhérent, l'entreprise, a à sa charge 25% donc du montant du coût pédagogique. Alors, ce plan TPE-PME, je vous ai parlé de l'argumentaire donc qui est important. Une note de cadrage qu'on appelle également. Il est obligatoirement accompagné le dossier, donc en plus de cet argumentaire, d'un devis ou d'une convention, hein, d'un organisme de formation et d'un programme, bien évidemment, d'un contenu de formation. Alors, ce dispositif, en quoi il a été réévalué? Donc, il s'adressait aux entreprises jusqu'à 24 salariés et aujourd'hui, il a été donc revu pour jusqu'à moins de 50 salariés. Vous pouvez prétendre à ce dispositif. Voilà. Donc, c'est en ça que le critère a changé, c'est le nombre de salariés. Donc, vous pouvez le mobiliser dès à présent. Ce dispositif, par contre, une fois que l'entreprise en bénéficie, il ne peut être, l'entreprise en fait a une franchise de 2 ans, donc il ne peut être mobilisé à nouveau que 2 ans après le dépôt du premier plan TPE-PME. Voilà, 2 ans de date à date. C'est un dispositif qui est mis en place donc chaque année. Après, voilà, c'est selon les votes et les conseils d'administration. Voir si en 2021 il va perdurer, mais il est toujours d'actualité en tout cas au sein d'Opco Atlas. N'hésitez pas, si vous avez un fort axe stratégique de développement pour l'entreprise, à nous solliciter pour une étude de votre demande, de votre dossier. Donc après avoir vu ce plan TPE-PME, les actions collectives et le plan de développement des compétences, on va passer donc à l'alternance. Vous avez donc derrière moi un kakémono donc qui promeut l'alternance, puisque donc Atlas s'est engagé donc bien évidemment comme tous les OPCO donc dans le développement de l'alternance et l'accompagnement en fait aux entreprises sur les deux contrats qui existent hein, aujourd'hui, le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage. Donc, l'État a annoncé certaines mesures il y a quelques mois et donc c'est en ce sens que nous sommes mobilisés pour vous accompagner ainsi que les développeurs de l'alternance pour répondre au mieux à vos questions. Alors, à qui s'adressent donc ces contrats? Eh bien, s'adressent à toute entreprise qui souhaite recruter donc un alternant dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, un alternant qu'on appelle apprenti dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Alors, les publics, ce sont les jeunes, comme vous le voyez, de 16 à 25 ans révolus en contrat pro et en apprentissage, 16 à 29 ans révolus. Voilà, contrat de professionnalisation adulte, c'est pour les demandeurs d'emploi de 26 ans et plus. L'objectif, donc, dans le cadre du contrat de professionnalisation, ça va être que l'alternant prépare un diplôme ou un titre inscrit au RNCP ou un CQP ou une qualification professionnelle. En contrat d'apprentissage, on est sur un diplôme ou un titre RNCP. Type de contrat, on peut être sur un CDD, on peut être dans le cadre d'un CDI. Les durées, par contre, sont plus importantes en contrat d'apprentissage. On peut aller jusqu'à 36 mois. Les financements sont différents. Dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, on parle d'un coût horaire. Donc, pour vous, la branche bureau d'études, la prise en charge donc, du titre ou du diplôme RNCP va être de 11 € hors taxe hein, de l'heure. Donc, bien évidemment, si le diplôme RNCP que prépare votre alternant à 630 heures de cours, eh bien, on financera 630 heures de cours fois 11 € de l'heure hors taxe. Si l'alternant prépare une qualification professionnelle, on est sur un coût de 10 € hors taxe de l'heure pris en charge dans Opco Atlas. Dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, c'est différent. On n'est pas sur un coût horaire de l'heure, on est sur un coût contrat ou un coût d'amorçage. Vous avez un site, vous avez un lien internet
sur lequel vous allez retrouver le coût contrat. Alors, le coût contrat, c'est quoi? C'est un coût qui est élaboré par la branche professionnelle en fonction d'un code diplôme, qui est un code composé de chiffres, quelquefois de lettres. Et sur ce lien que vous voyez à l'écran, vous pouvez rentrer le code diplôme et vous pouvez donc, en sélectionnant votre branche professionnelle, voir si le diplôme ou le titre RNCP est bien répertorié dans la liste, dans une liste. Et à ce moment-là, un coût contrat apparaît à l'écran. Il est défini pour 12 mois. Si ce coût contrat n'apparaît pas à l'écran, c'est que le code diplôme, le diplôme n'est pas référencé. Auquel cas, ce sera un coût d'amorçage qui sera établi, qui sera un coût. Alors, il est différent selon les niveaux. Que vous recrutiez un BTS, une licence ou un master, on est sur des coûts différents, définis également pour 12 mois. Et ces coûts d'amorçage sont visibles également sur le site internet, sur le lien que vous voyez. Donc, si vous n'avez pas de code de diplôme, donc il n'y a pas de coût contrat, vous appliquez un coût d'amorçage en fonction du niveau. Donc là, c'est pareil sur ce genre de questions. Vous pouvez tout à fait être autonome et faire les recherches vous-même, mais on se tient également à votre disposition pour vous assurer des renseignements ou des informations que vous avez pu prendre. Les frais annexes s'adressent pour les contrats d'apprentissage avec des prises en charge sur les repas, les hébergements, le premier équipement et la mobilité internationale lorsque l'apprenti va partir à l'étranger. On va passer sur la partie rémunération. Donc là également, prochaine diapo, on va être sur une rémunération différente. Merci Anaïs. Selon les contrats de professionnalisation, les contrats d'apprentissage, on a deux types de grilles qui sont également consultables sur notre site internet. Une grille de rémunération qui est sur une base conventionnelle pour les contrats de professionnalisation et une grille de rémunération donc à partir de 33% du SMIC, je précise bien, pour les moins de 21 ans. Et plus de 21 ans, un apprenti va toucher un pourcentage d'une base conventionnelle. Voilà. Donc là, attention, c'est pas du tout les mêmes rémunérations. On a parlé de coûts de prise en charge précédemment qui étaient différents. On parle également donc de rémunérations différentes. Donc ces grilles, vous les retrouvez également sur le lien qu'on vous a cité précédemment. De toute façon, vous serez destinataire de ce diaporama, donc vous pourrez consulter également à partir de ce diaporama. Au niveau de la réduction des charges, donc on est toujours sur la réduction dite de la loi Fillon, réduction générale des cotisations patronales et exonération totale des charges salariales, puisque dans le cas du contrat d'apprentissage, il n'y avait pas de charges salariales. Voilà. Au niveau de la formation tuteur, donc la formation tuteur, c'est la formation pour les contrats, alors aide à la fonction tutorale, donc elle s'élève à 230 € par mois pendant 6 mois. Donc ça, c'est ce que l'entreprise peut prétendre si son tuteur se forme, est formé, et donc dans la limite de 40 heures que l'on finance à 15 € de l'heure hors taxe. Voilà. Donc l'aide fonction tuteur, c'est l'aide à la fonction tutorale que l'entreprise peut toucher si le tuteur se forme à raison maximum de 40 heures. Donc on prendra 15 € hors taxe de l'heure. Voilà. Au niveau après de l'alternance, toujours, il y a l'État, comme je vous le disais en début de présentation, qui a annoncé un plan de relance important avec une aide exceptionnelle versée à l'employeur qui recrute un alternant, que ce soit en contrat de professionnalisation ou que ce soit en contrat d'apprentissage. Ce qui va faire foi
pour que l'entreprise puisse toucher cette aide. C'est la date de conclusion qu'on appelle donc la date de signature de contrat, c'est la date de conclusion, qui doit être comprise entre deux dates précisément, entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021. À combien s'élève cette aide? 5 000 € pour une entreprise qui recrute un alternant mineur et 8 000 € pour une entreprise qui recrute un alternant majeur, peu importe le niveau de formation. Ça n'apparaît pas là, mais je vous le précise. Ça va du BTS jusqu'au Bac+5, donc jusqu'au Master 2. Voilà. Pour toutes les questions relatives à l'alternance, que ce soit les coûts contrats, les grilles de rémunération, vous allez retrouver sur notre site internet, donc dans l'onglet entreprise, alternance, une foire aussi aux questions auxquelles vous pourrez visualiser un tas de réponses par rapport à des questions qui sont posées, un ensemble d'éléments, d'informations relatives à l'alternance qui vont pouvoir vous accompagner dans votre recherche quelquefois d'informations. Alors, sachez que en complément de cette diaporama, Opco Atlas, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous êtes peut-être au courant, avait lancé l'Atlas de l'alternance avec donc un co-jobbing donc à la disposition des entreprises, des candidats. Et donc, ce co-jobbing a lieu jusqu'au 9 octobre. Donc, ça se termine bientôt. Mais ça avait démarré au 21 septembre. Donc, j'espère que vous avez pu en bénéficier, que vous avez pu peut-être rechercher des candidats via ce co-jobbing. Voilà, donc il y a une forte mobilisation autour de l'alternance. C'est la raison pour laquelle je rejoins Anaë qui disait en présentation que l'on a énormément de dossiers qui sont en cours de traitement, d'instruction. Mais les délais, en effet, sont aujourd'hui de 2 mois. Nous avons des cellules spécialisées pour instruire les dossiers à Nantes, à Lyon. On forme du personnel aussi, on a des prestataires externes. Et voilà, donc tout ça se met en route. Vu le déploiement massif de l'alternance, derrière, en effet, il y a un délai, vous comprendrez, peut-être un peu tardif quelquefois, et nous nous en excusons. Je vais relaisser la parole à Anaë qui va poursuivre sur la PROA et la partie prestation de diagnostic RH. Voilà, à tout à l'heure. Merci Vanessa. Oui, donc effectivement, on parlait de l'alternance et vous connaissiez peut-être jusqu'à présent, jusqu'à la réforme de la formation professionnelle, le dispositif période de professionnalisation qui pouvait être mobilisé dans le cadre de l'alternance, mais pour les salariés en CDI en entreprise. Ce dispositif période de professionnalisation a été supprimé avec la réforme de la formation professionnelle et a laissé place à la PROA. Alors, vaste sujet que la PROA, je pense que certains d'entre vous ont déjà tenté d'y voir un peu plus clair et de comprendre son fonctionnement. L'objectif de la PROA, ça va être de faciliter un changement de métier ou de profession, ou encore une promotion sociale ou professionnelle par l'obtention d'une qualification reconnue. Elle est mobilisée pour l'obtention d'une certification professionnelle recensée dans une liste de branches publiée au journal officiel. Donc là, effectivement, c'est un petit peu la problématique du dispositif actuellement, puisque à ce jour, dans nos branches professionnelles, aucune liste de branches n'a encore été étendue, n'a encore été publiée au journal officiel. Donc à ce jour, la PROA ne peut être mobilisée que pour les socles de connaissances et de compétences qui sont les CLEA et les CLEA numériques. Au niveau de la branche bureau d'études, il faut savoir qu'une liste a été établie dans le cadre de l'accord formation du 30 janvier 2020. Mais malheureusement, cette liste n'est pas encore étendue. Elle n'a pas été encore reprise et publiée au journal officiel, ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré qu'effectivement la branche se soit positionnée sur un certain nombre de diplômes qui pourraient être éligibles à ce dispositif-là, voilà, pour l'instant, il n'y a pas encore possibilité de le mobiliser dans ce cadre-là. Pour voilà, avoir une petite idée du type de diplôme qui pourrait être suivi grâce à la PROA, effectivement, il faut savoir que
les certifications recensées dans cette liste doivent respecter les critères de forte mutation de l'activité et de risque d'obsolescence des compétences. Donc, ces diplômes-là sont vraiment liés essentiellement aux transformations digitales et au développement de l'Internet industriel. Au niveau de la branche bureau d'études, 23 métiers ont été recensés, ont été déterminés comme, entre guillemets, pénuriques. Effectivement, ils font l'objet de pénuries de compétences et du coup de difficultés en recrutement. Donc, la liste établie par la branche bureau d'études recense aujourd'hui 8 certificats de qualification professionnelle, qui sont donc les CQP, les diplômes propres à la branche des bureaux d'études, mais aussi 190 diplômes ou titres enregistrés au RNCP, qui sont effectivement en lien avec ces métiers qui ont des difficultés de recrutement, ces métiers en tension. Ce sont des diplômes qui vont du niveau 5 au niveau 7, donc effectivement de Bac plus 2 à Bac plus 5. La proa, il y a une seconde difficulté pour la mobiliser, donc hormis le fait effectivement de devoir la mobiliser pour un diplôme recensé dans une des listes de branches étendues. La seconde difficulté, c'est qu'elle n'est accessible qu'aux salariés donc en CDI ou CUI qui ont validé au maximum un diplôme de niveau Bac plus 2. C'est-à-dire qu'à partir du moment où votre salarié il a déjà validé un Bac plus 3, par exemple, ou plus, il n'aura pas accès au dispositif de la PROA. Donc ça, effectivement, dans nos branches professionnelles, c'est un second frein, en fait, à l'utilisation de ce dispositif, puisque on a effectivement des salariés en entreprise qui sont généralement plutôt qualifiés. Donc, effectivement, voilà, dispositif qui est difficilement mobilisable à ce niveau-là. Le conseil d'administration a néanmoins validé des critères de financement liés à la PROA, puisque bien évidemment, on espère à tout le moment l'extension de la liste des diplômes et des formations éligibles. Ces critères de financement, ils s'élèvent à 9,15 € hors taxe par heure de formation pour la prise en charge. Donc là, on est sur un parcours de formation qui s'étend de 6 à 12 mois, avec minimum 150 heures de formation et dont la durée de formation doit être comprise entre 15 et 25% de la durée totale du parcours, donc de la période de formation envisagée. Ce parcours de formation doit être formalisé dans le cadre d'un avenant au contrat de travail qui devra préciser la durée du parcours et l'objet de la formation. Donc, on est vraiment sur finalement un projet qui est co-construit entre l'entreprise et le salarié. Dans le cadre de la crise sanitaire, on a entendu parler de possibilités d'évolution du dispositif PROA. Mais voilà, pour l'instant, on n'a pas du tout d'informations sur quelles seraient ces évolutions et est-ce qu'il serait plus ouvert finalement et est-ce qu'il y aurait de moins de contraintes pour son utilisation. Voilà, pour l'instant, en tout cas, il n'est mobilisable que pour les socles de connaissances et de compétences CLEA et CLEA numérique. Alors, je vais maintenant vous parler d'un autre dispositif, alors qui n'est plus un dispositif de formation à proprement parler, mais plus un dispositif d'accompagnement, donc prestations et diagnostic RH. Vous le savez, hein, la gestion des ressources humaines, c'est vraiment un enjeu stratégique dans le monde d'aujourd'hui qui est vraiment en constante mutation. Donc, dans ce cadre-là, l'OPCO Atlas a décidé la mise en place de ces prestations d'appui conseil RH pour accompagner les entreprises dans leur travail sur ce sujet-là. Donc, pour les accompagner sur des thématiques qui peuvent être très variées au niveau ressources humaines, ça va du recrutement, de la fidélisation, gestion des carrières, à la construction d'outils RH. Enfin, voilà, c'est vraiment très très large. Donc, il ne faudra pas hésiter à aller visionner effectivement la page dédiée sur notre site internet qui reprend tous ces éléments-là. Il faut savoir qu'il existe 4 typologies de prestations et d'accompagnement RH. Le premier, ça va être le diagnostic individuel. Donc là, on est sur un état des lieux des compétences et des capacités d'un salarié à un instant T, dans un but éventuellement de le faire évoluer sur un nouveau poste, sur de nouvelles missions. Donc effectivement, voir
où il en est à ce moment-là et quels sont ses besoins pour cette évolution. Donc ça, c'est effectivement l'état des lieux, le diagnostic individuel. On retrouve ensuite le diagnostic collectif, qui a un objectif de renforcement de l'efficacité collective au travers d'un plan d'action adapté. Donc là, on va être plus sur un diagnostic qui est fait auprès d'une équipe de pairs, donc de 2 à 6 collaborateurs en général, et qui va permettre d'avoir une idée de comment voilà, cette équipe va pouvoir mieux travailler ensemble en fait. La troisième typologie d'accompagnement va être la structuration de la fonction RH. Donc là, on est sur l'élaboration d'un plan d'action RH en fonction de la stratégie d'entreprise et d'une construction d'outils. Donc on va pouvoir trouver dans cette prestation toute la construction d'outils que vous pouvez avoir besoin sur la fonction RH, donc que ce soit voilà, la mise en place des fiches de poste, la mise en œuvre de votre plan de développement des compétences. Voilà, il peut y avoir tout un tas d'outils qui peuvent faire l'objet d'une création lors de cet accompagnement à la structuration de la fonction RH. Enfin, le dernier accompagnement que l'on retrouve dans ces prestations-là est lié à la gestion des potentiels et des talents. Donc là, c'est plus pour les entreprises qui souhaitent s'engager dans une démarche d'identification et de valorisation des potentiels. Donc on est vraiment en lien avec la gestion des carrières, la GPEC, sur cette prestation-là. Dans le cadre de l'opération, ce qu'on appelle l'opération post-Covid, donc liée effectivement à la crise sanitaire que nous vivons, il faut bien retenir la date du 15 octobre, qui est très proche. C'est une date jusqu'à laquelle les entreprises de moins de 50 salariés vont pouvoir se faire financer leurs prestations et diagnostics RH à hauteur de 100% du coût de prestation. Donc, c'est assez important à prendre en compte, surtout maintenant. Il faudra que la prestation soit démarrée avant le 15 octobre pour pouvoir être financée à 100% pour les entreprises de moins de 50 salariés. L'opération post-Covid a aussi permis l'élargissement des thématiques sur des sujets qui sont d'actualité, du coup, comme par exemple la mise en place du télétravail, le travail sur les enjeux santé et sécurité dans le contexte de crise sanitaire ou encore la préparation à l'intégration d'alternants. Donc voilà un petit peu pour les prestations d'accompagnement et diagnostic RH. Donc n'hésitez pas à aller vous rendre sur le site de l'OPCO Atlas pour avoir plus de détails, plus d'informations à ce sujet. Alors, je vais maintenant passer sur la présentation des dispositifs complémentaires. Alors, on parle de dispositifs complémentaires, pardon, dans le sens où ce sont des dispositifs dont l'OPCO n'a pas ou plus la charge à ce jour, mais qui sont malgré tout importants à prendre en compte dans une politique emploi-formation globale liée à la stratégie d'entreprise. Donc, le premier dispositif que vous devez certainement connaître, c'est le CPF, le compte personnel de formation. Alors, le compte personnel de formation, c'est en fait un compte épargne formation qui est rattaché à l'individu et qui est disponible tout au long de sa vie professionnelle et même pendant les périodes d'inactivité ou de recherche d'emploi. Alors, pour rappel, pour faire un petit historique, on avait jusqu'au 31 décembre 2014 le DIF, le droit individuel à la formation, qui se cumulait à hauteur de 20 heures par an, par salarié, avec un plafond de 120 heures. Donc le DIF, on était vraiment sur un droit qui était rattaché au contrat de travail, donc qui devait être mobilisé pendant le contrat, pendant le contrat de travail du salarié, alors éventuellement avec une portabilité, mais voilà, le principe c'était que les heures de DIF soient mobilisées pendant que le salarié était en poste chez son employeur, chez qui il avait cumulé ces heures-là. Au 1er janvier 2015, on voit un premier gros changement au niveau de ce droit individuel avec l'entrée en vigueur du CPF, donc le compte personnel de formation. Le CPF, il est alimenté à hauteur de 24 heures par an
avec un plafond à 150 heures. Alors, la grosse différence entre le DIF et le CPF, c'est qu'effectivement, le DIF était rattaché au contrat de travail et aujourd'hui, le CPF est rattaché à l'individu. Et donc, le CPF va suivre l'individu, le salarié, tout au long de son parcours et pendant toute sa vie professionnelle. Et donc, il va continuer à le cumuler. Il n'y aura pas de perte d'heures ou d'euros euh, quand le salarié, effectivement, change d'entreprise ou autre. Là, le gros changement qui est intervenu avec la réforme de la formation professionnelle donc de 2018, ça a été la monétisation du CPF, pardon. Puisque, comme je vous le disais, le CPF était jusqu'à 2018 cumulé en heures, à hauteur de 24 heures par an. Aujourd'hui, le CPF a été monétisé et il est donc cumulé en euros, donc à hauteur de 500 euros par an avec un plafonnement à 5 000 euros. Les heures de CPF qui étaient jusqu'à présent cumulées par les salariés ne sont bien évidemment pas perdues et ont été monétisées dans le cadre de ce compteur à 15 euros par heure cumulée. Donc, on a aujourd'hui un compteur CPF qui est monétisé, donc qui apparaît en euros, de manière à être rendu plus lisible finalement par les individus. Ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau du DIF, les heures de DIF ne sont pas perdues par les salariés. Elles peuvent être monétisées dans le cadre du compteur CPF. Par contre, point de vigilance, les heures de DIF doivent impérativement être renseignées sur le compteur CPF avant le 31 décembre 2020. Donc là, effectivement, il est intéressant, je pense, peut-être de prévoir une communication auprès de vos salariés à ce sujet-là, puisque l'échéance arrive maintenant très rapidement, hein. Il reste juste quelques mois pour renseigner ce compteur. Et effectivement, toutes les heures de DIF qui n'ont pas été renseignées sur les compteurs CPF au 1er janvier 2021 seront perdues. Donc là, il faut effectivement que les salariés puissent aller créer éventuellement leur compte CPF si ce n'est pas déjà fait et aller renseigner leurs heures de DIF, donc qu'ils auront monétisé à hauteur de 15 euros de l'heure. Et ils pourront effectivement joindre directement sur leur compte CPF l'attestation d'heures de DIF au 31 décembre 2014 qui aura été transmise par l'employeur de l'époque. Au niveau de la réforme de la formation professionnelle continue, on a effectivement vu qu'il y avait un gros changement au niveau avec la monétisation du compte CPF, mais on voit aussi un transfert de la mission de gestion du CPF, puisque jusqu'à fin 2018, c'était effectivement l'OPCA puis l'OPCO qui étaient en charge de la gestion des dossiers compte personnel de formation. Aujourd'hui, c'est la Caisse des dépôts et consignations qui prend le relais sur cette mission-là et donc qui gère finalement le dispositif de bout en bout, puisque c'était la Caisse des dépôts et consignations qui s'occupait du cumul de la gestion des compteurs des salariés. Aujourd'hui, elle va aussi gérer les dossiers formation, les financements des formations des salariés. Donc là, aujourd'hui, le salarié est vraiment autonome dans sa gestion, dans l'utilisation de son CPF finalement, puisque il va pouvoir, par le biais du site moncompteformation.gouv.fr ou de l'application mobile qui a été mise en œuvre par la Caisse des dépôts, il va pouvoir finalement créer son compte, visualiser le montant disponible dessus, aller rechercher les formations qui peuvent être suivies, faire sa demande de financement et suivre sa formation. Et c'est ensuite la Caisse des dépôts qui se charge du paiement de l'organisme de formation. Donc là, on est vraiment sur un dispositif qui est géré dans sa totalité, dans sa globalité par la Caisse des dépôts à ce jour. Alors, au niveau des formations qui sont accessibles par le biais du CPF, effectivement, on va être sur des formations qui sont reconnues. Donc, on va être sur des diplômes ou titres qui sont enregistrés au RNCP, des certifications du répertoire spécifique, donc anciennement inventaire. Et après, effectivement, on va retrouver quelques prestations autres, comme les bilans de compétences, les accompagnements VAE ou encore certains permis de conduire. Ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'effectivement, seules les formations recensées sur le site Mon compte formation ou l'application mobile pourront être financées dans le cadre du CPF. Donc finalement, la règle, ça va être de se dire on va rechercher sur l'application les formations éligibles et on ne pourra faire financer que celles-là.
Voilà, donc là, on est vraiment maintenant sur un parcours qui est vraiment simplifié pour le salarié, enfin pour l'individu directement. Il faut savoir qu'en tant qu'entreprise, vous avez toujours la possibilité de mettre en œuvre des projets co-construits avec les salariés grâce au CPF, puisque euh, pour certains projets formation qui ne seraient pas forcément prioritaires au niveau de la stratégie d'entreprise, vous allez pouvoir proposer aux salariés de le faire financer, bien évidemment, si la formation est éligible au CPF, hein, de le faire financer par son compte CPF. Et en parallèle, vous allez lui accorder le fait de pouvoir partir en formation sur son temps de travail. Donc, effectivement, cette co-construction de projet est toujours possible dans le cadre du CPF. Il faut savoir aussi que depuis le début septembre, la Caisse des dépôts et consignations a créé et mis en place un espace financeur sur le site, effectivement, Mon Compte Formation, pour notamment les entreprises. Donc, en tant qu'entreprise, vous allez pouvoir vous créer un compte sur cet espace financeur pour éventuellement venir abonder les compteurs des salariés qui potentiellement n'auraient pas suffisamment euh, une somme suffisante sur leur compte pour financer un projet formation. Donc ça, c'est une possibilité qui est assez récente, donc qui a été ouverte début septembre. Voilà. À aujourd'hui, l'OPCO n'a pas la possibilité de venir abonder, voilà, abonder sur des projets formation dans le cadre du CPF. C'est peut-être voilà, quelque chose qui va pouvoir être mis en place dans le cadre du plan de relance, mais en tout cas, pour l'instant, ça n'est pas encore acté. Donc, l'OPCO, pour l'instant, ne peut pas du tout abonder comme il le faisait avant quand il était en charge du dispositif sur les projets financés dans le cadre du compte personnel de formation. Alors, le CPF, il a un deuxième volet qui est le CPF de transition ou projet de transition professionnelle. C'est en fait une autre modalité d'utilisation du compte personnel de formation. Comme son nom l'indique, ça vise vraiment une transition, donc un changement de métier ou de profession grâce à l'obtention d'une nouvelle qualification reconnue. C'est en fait le successeur du congé individuel de formation qu'on connaissait avant la réforme. Donc le CPF de transition ou projet de transition professionnelle est accessible aux salariés en CDI ou en CDD qui justifient d'un minimum d'ancienneté, donc en général 24 mois consécutifs ou non. Après, ça dépend, voilà, si c'est du CDI ou du CDD. Mais effectivement, il nécessite un minimum d'ancienneté pour pouvoir être mobilisé. Le principe va être finalement pour le salarié de pouvoir partir en formation tout en conservant une rémunération. Donc ce CPF de transition, il va être pris en charge, il va être financé sur la partie coût pédagogique de la formation, évidemment, sur la rémunération et sur éventuellement des frais annexes qui seraient nécessaires. Il va, pour être financé, mobiliser évidemment le compte CPF du salarié. Donc là, c'est un organisme spécifique qui s'occupe du CPF de transition, du projet de transition professionnelle, et donc il s'appelle Transition Pro Occitanie, voilà, qui est vraiment un organisme dédié au CPF de transition. Donc c'est Transition Pro Occitanie qui va effectivement étudier les dossiers, les demandes de CPF de transition au regard des priorités qui sont établies par France Compétences, hein, finalement, région par région, et qui va accorder ou non le financement de ce projet de transition professionnelle en mobilisant le compteur CPF du salarié. Donc c'est vraiment voilà, le compteur qui est utilisé auquel Transition Pro va venir apposer des abondements pour la prise en charge du projet. Alors, la mise en œuvre du CPF de transition passe par une étape incontournable qui est le conseil en évolution professionnelle. Donc, le conseil en évolution professionnelle, il existait déjà avant la réforme, mais il a été conforté avec la réforme de 2018. Il s'agit en fait d'un temps d'échange donc pour un individu, hein, avec un conseiller spécialisé. Temps d'échange qui va permettre de faire le point finalement sur euh, l'état des lieux du parcours professionnel du salarié et quels sont ses projets d'évolution et comment finalement arriver
arriver à trouver des solutions pour mettre en œuvre ces projets d'évolution professionnelle. Ce conseil en évolution professionnelle est 100% gratuit pour les individus. Et vous, en tant qu'entreprise, effectivement, vous devez impérativement communiquer sur ce CEP lors des entretiens professionnels que vous menez avec vos salariés. C'est important à prendre en compte. Il ne faut pas hésiter à vous rendre sur le site moncep.org qui contient des informations assez intéressantes et pertinentes et qui pourront vous guider dans la communication que vous allez faire auprès de vos salariés sur ce dispositif-là. Au niveau du CEP, effectivement, les organismes qui sont en charge de ce dispositif-là ont été conventionnés finalement par appel d'offres. Et en région Occitanie, c'est le CIBC du Tarn qui a remporté cet appel d'offres et qui est donc en charge de ce dispositif du CEP. Alors, il faut savoir que les opérateurs historiques du CEP qu'on connaissait avant la réforme sont toujours effectivement actifs sur ce dispositif-là, puisque il y a des conventions qui sont mises en œuvre, qui sont mises en place entre le CIBC du Tarn et les opérateurs historiques, donc qui sont Pôle emploi, l'APEC, les missions locales, Cap emploi par exemple, pour la poursuite de cette mission-là de CEP pour laquelle ils étaient très investis avant la réforme. Voilà, donc au niveau du CEP, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet moncep.org pour effectivement avoir plus d'informations, plus de détails sur ce dispositif-là. Voilà, alors je ne sais pas si il y a des questions que Vanessa voudrait faire partager sur cette partie de présentation ou si elle souhaite prendre le relais directement sur les dispositifs exceptionnels liés à la crise sanitaire du Covid-19. Tu m'entends, Anaï? Oui. Oui. Bon, d'abord, je m'excuse parce que tout à l'heure, lorsque j'ai fini de présenter ma partie, je n'ai pas en effet mis l'accent sur éventuellement des questions qui auraient pu être posées. Donc, j'ai pu voir qu'il y en avait quelques-unes auxquelles tu avais répondu, Anaïs, je te remercie. En ce qui concerne ta partie, donc il y a une question qui peut être qu'on peut soulever, c'est la date du 15 octobre. Voilà, est-ce que c'est la date de dépôt, de prise en charge? Est-ce que c'est la date de démarrage de la formation qui doit être au 15 octobre dans le cadre des prestations et diagnostics RH? Donc, toute demande pour les entreprises de moins de 50 salariés qui auront donc une prise en charge à 100% dans le cadre des prestations d'appui conseil RH doivent donc déposer leur dossier avant le 15 octobre 2020. Voilà, Anaë, tu confirmes? Je complète, il faut impérativement que l'accompagnement démarre avant le 15 octobre. Voilà, c'est pas seulement le dossier déposé, c'est que l'accompagnement, la prestation d'accompagnement soit démarrée avant le 15 octobre. Voilà, merci. Donc, je pense que ça, c'était important de le rappeler, peut-être pour l'ensemble des adhérents qui pourraient, voilà, nous solliciter à nouveau sur ce type de questions par rapport à la date. Alors, pour ma part, je prends le relais donc sur la partie 4, un dispositif exceptionnel lié donc à la crise de la Covid. Donc, on va aborder donc le FNE. Donc le FNE, donc tout le monde, je pense, a pu faire des demandes, enfin la plupart en tout cas des entreprises donc qui ont été placées en activité partielle et qui avaient des salariés en chômage partiel, puisque donc les bénéficiaires du FNE, ce sont donc les salariés en chômage partiel. Donc l'objectif, c'est de répondre aux besoins de formation des entreprises en activité partielle pour des salariés en chômage partiel, avec des financements donc à 100%, donc prise en charge 100% des coûts pédagogiques pour tout dossier déposé avant le 31 octobre 2020. Voilà. Tout dossier déposé avant le 31 octobre 2020. Donc le FNE court toujours ce dispositif, donc s'adresse toujours voilà, aux entreprises donc en activité partielle et qui ont des salariés en chômage partiel. Donc vous pouvez continuer de faire vos demandes, de déposer, de saisir en ligne vos demandes de formation, les demandes de formation.
Ensuite, on va aborder un peu plus dans le détail donc des cofinancements exceptionnels, alors de la part de la directe et de la région Occitanie, qui ont été mis en place également. Donc, on est dans la partie dispositif exceptionnel, hein, donc lié à la crise du Covid. Alors là, sur cette diapositive, vous allez voir donc un ensemble de thématiques. Alors, Mailing est parti il y a une semaine à peu près, donc vous l'avez peut-être reçu si vous êtes destinataire dans votre entreprise, un mailing donc qui reprend ces dispositifs-là et ces cofinancements exceptionnels. Alors, il y a en tout 3 dispositifs. Je vais donc citer déjà les 3, je dirais, points communs sur ces dispositifs. Donc, dispositif de la région, de la directe, donc pour toute formation réalisée avant le 31 décembre 2020, donc toute formation qui est terminée au 31 décembre 2020, s'adresse à toute entreprise située en Occitanie exclusivement, et des enveloppes pour chaque entreprise avec un plafond de 10 000 € hors taxe. Donc ça, ce sont les 3 conditions communes, je vais dire les 3 éléments communs à ces 3 dispositifs. Alors, ces dispositifs, quels sont-ils? Comment s'appellent-ils? Là, vous avez des thématiques qui sont donc maintien dans l'emploi, mise à jour des compétences stratégiques, développement de votre entreprise, formation RH, gestion d'entreprise, structurer un pôle commercial, télétravail, digitalisation de l'entreprise, la mise en œuvre de CRM, SIRH, des outils collaboratifs. Une autre thématique propre vraiment à l'intelligence artificielle et Big Data. Et une autre thématique qui est le QSE, enjeu, qualité, sécurité, environnement. Alors, là, elles sont dans le désordre. Si on part d'une structure, on va déjà aborder le dispositif qui s'appelle objectif compétences et qui est le dispositif de la région Occitanie. Alors, je démarre par celui-ci parce que il s'adresse à toute entreprise, donc toujours branche bureau d'études, hein, bien sûr, mais avec, je veux dire, une tranche d'effectifs, peu importe. C'est ouvert à toute entreprise, peu importe son nombre de salariés. Voilà. Alors que les 2 autres dispositifs qu'on va aborder de la directe sont des dispositifs qui s'adressent à des entreprises bureaux d'études de moins de 250 salariés. Donc, je vais démarrer par celui qui s'adresse aux entreprises, donc peu importe la tranche d'effectifs. Donc, c'est le dispositif objectif compétences de la région Occitanie. Donc, ce dispositif-là contient les thématiques que vous voyez à l'écran, précisément lesquelles, puisqu'on en a plusieurs. Donc, la thématique du maintien dans l'emploi, de la mise à jour des compétences stratégiques. Ça va comprendre également l'obsolescence, prévenir l'obsolescence des compétences des salariés. On va avoir la thématique développement de l'entreprise, donc comment structurer mon pôle commercial, je structure mon pôle RH, j'organise mieux ma gestion d'entreprise, l'encadrement, le management, donc tout ce qui tourne autour de cette thématique du développement de l'entreprise. La thématique enjeu, qualité, sécurité, environnement. Donc là, je passe à la dernière thématique et je laisse de côté pour le moment donc celle du télétravail et de l'intelligence artificielle. Donc, objectif compétences, dispositif de la région Occitanie, c'est donc je maintiens l'emploi, la mise à jour des compétences stratégiques de mes salariés, je préviens l'obsolescence des compétences, je veux organiser mon pôle commercial, je veux former des managers qui doivent monter en compétences, je veux structurer un pôle RH, je veux mieux gérer mon entreprise, et puis, je veux, ou j'aimerais en tout cas, me perfectionner dans toute la partie qualité, sécurité, environnement, donc toute la thématique du QSE à mettre en place en entreprise. Donc, sur ces 3 thématiques, si vous avez des projets, vous, les sociétés,
vous pouvez prétendre donc à nous envoyer une demande comme quoi vous souhaitez que vos salariés suivent telle formation. Donc, il nous faut bien sûr un programme avec un devis, une convention pour pouvoir étudier l'éligibilité de ce dossier. Et puis, il y a un argumentaire. Ça sera le cas pour chaque dispositif que je vais détailler. Il y a un argumentaire également à remplir avec les tenants, les aboutissants, votre activité, votre concurrence, quel est le marché, ce que vous voulez faire demain et pourquoi vous souhaitez faire cette formation à vos salariés. Voilà. Donc, un argumentaire, un programme et un devis ou une convention vont nous permettre de pouvoir proposer, d'étudier l'éligibilité de votre dossier et de proposer votre dossier en comité de décision, puisque là également, il est soumis à un comité. Donc, financement jusqu'à 100% des formations. Alors, jusqu'à, je précise, il y a donc un plafond enveloppe dont je vous ai parlé, qui est de 10 000 € hors taxe, mais il y a également des plafonds sur le coût intra ou inter donc de la formation. Je peux aller plus loin en détaillant, puisque ces coûts sont valables pour les 3 dispositifs également. Ça va être un coût inter, donc à 80 € hors taxe de l'heure, et un coût intra à 1 500 € la journée. Donc ça, ce sont les plafonds maximal que l'on peut prendre en charge. Donc certes, si vous nous faites passer un projet avec un coût pédagogique intra à 1 800 € hors taxe et que le plafond de la région est de 1 500, il y aura un reste à charge donc qui ne pourra pas être pris sur le plan, je précise, et donc il y a un reste à charge en versement volontaire. Voilà. Donc, le but, c'est d'optimiser, bien évidemment, et on est là pour vous accompagner financièrement. Si vous avez encore une enveloppe plan, peut-être est-ce plus pertinent d'utiliser le plan, votre enveloppe plan, vu qu'il peut ne pas y avoir de delta, alors que là, il y a des deltas qui sont 1 500 € hors taxe la journée ou 80 € hors taxe de l'heure. Voilà, donc objectif compétences, région Occitanie, les thématiques de maintien dans l'emploi, développement de l'entreprise, enjeux qualité, sécurité, environnement. Obligatoirement, l'entreprise doit être située en Occitanie et les formations réalisées au 31 décembre 2020. Donc, sur les 2 autres dispositifs, donc propre à la directe. Donc, on appelle ça des ADEC, ADEC. Un ADEC qui concerne la thématique du télétravail, dont la 3e thématique que vous voyez à l'écran, du télétravail et de la digitalisation de votre entreprise. Donc, là, on va pouvoir vous accompagner dans la prise en charge de coûts pédagogiques pour la mise en œuvre donc, de CRM, de SIRH, d'outils collaboratifs ou mise en place, adaptabilité de cours en classe virtuelle, voilà, tout ce qui va toucher à la digitalisation de votre entreprise. Donc là, pareil, un argumentaire à remplir, un programme, un contenu de formation, un devis ou une convention vont permettre d'étudier l'éligibilité de votre dossier et de le proposer à un comité. Là, donc, je reprécise, c'est les entreprises de moins de 250 salariés qui peuvent y prétendre, à l'inverse de tout à l'heure, le dispositif objectif compétences qui s'adresse à toute tranche d'effectifs. Le second ADEC, et donc le 3e dispositif, donc lié à la directe, c'est celui de la thématique donc, qui porte sur l'intelligence artificielle et Big Data. Donc, c'est l'avant-dernière thématique avec donc identique au précédent des entreprises donc, qui peuvent y prétendre de moins de 250 salariés.
des coûts horaires et à la journée, comme nous avons vu précédemment. Je rappelle, 80 € hors taxe de l'heure aux 1 500 € hors taxe la journée en intra. Des formations qui vont être réalisées au 31 décembre 2020, situées en Occitanie. Alors, pour les autres entreprises de plus de 250 salariés, les financements, alors ce n'est pas des dispositifs qui sont fermés, je me suis peut-être mal exprimée en début, ce ne sont pas des dispositifs qui sont exclus, hein. C'est seulement que les prises en charge ne pourront pas aller jusqu'à 100% si on est dans les plafonds que je vous ai cités. Il y aura pour les entreprises de plus de 250 salariés une prise en charge qui donc sera de 50%. Et donc 50% à charge de l'entreprise. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir de ces 3 dispositifs, ce qui est commun, sont des formations réalisées au 31 décembre 2020, impérativement. Des entreprises situées en Occitanie, puisqu'on demande les bulletins de salaire, la région demande les bulletins de salaire des salariés. L'entreprise doit être bien située en Occitanie. L'enveloppe par entreprise, elle est maximale à 10 000 € hors taxe avec les plafonds que je vous ai cités. Et donc, pour la région, une prise en charge qui peut aller jusqu'à 100%, quelle que soit la tranche d'effectifs de l'entreprise. Et pour les 2 ADEC, les 2 dispositifs liés à la directe, donc télétravail, digitalisation de l'entreprise et intelligence artificielle big data, une prise en charge également donc qui peut aller jusqu'à 100% pour les entreprises de moins de 250 salariés, et sinon au-delà de 250 salariés, donc ce sera 50% de prise en charge. Voilà. Alors, j'espère avoir été claire. Là, je pense, Anaë, donc aux questions qui ont peut-être pu être posées par les adhérents, par les participants. Alors, a priori, pas de questions spécifiques sur cette partie des dispositifs exceptionnels, hein, que ce soit le FNE ou les cofinancements en cours. Alors, je vais rajouter quelque chose que je n'ai pas rajouté tout à l'heure, et j'ai vu qu'il y avait une question qui portait là-dessus. Les formations auxquelles vous souhaitez prétendre, hein, les adhérents, toute formation que vous nous soumettez, tout programme, bien sûr, doit provenir d'un OF, un organisme de formation data docké ou certifié Calliope, mais en tout cas data docké obligatoirement, je ne l'ai pas précisé. Mais dans le cadre du plan de développement des compétences, hein, c'est le cas également, hein. Toute formation éligible, c'est une formation également dont les OF sont data dockés. C'est également le cas pour ces dispositifs dont je viens de vous parler. Pour le FNE aussi, toute demande de prise en charge de formation, hein, doit provenir d'organismes de formation data dockés, sans quoi l'OPCO Atlas ne prendra pas en charge les coûts, hein. Je pense que tout à l'heure, je ne l'avais pas précisé, veuillez m'en excuser. Peut-être, Anaë, souhaites-tu rajouter des compléments d'information sur cette dernière partie, puisque on touche à sa fin? Rien à ajouter, c'était parfait. Parfait, je ne sais pas, mais en tout cas, donc, nous restons à votre disposition par mail. Alors, nous vous invitons à envoyer vos mails sur l'adresse générique de notre antenne, donc située à Toulouse. Donc, c'est antenne TLS, sans le E, hein, à la fin, TLS, @opco-atlas.fr. Donc là, ça arrive donc au sein de notre antenne, et donc ça nous est rétribué. Donc, comme le disait Anaë, nous sommes 6 conseillers en région Occitanie, et donc en fait, nous avons chacun 1 500 à 2 000 adhérents en portefeuille, et selon des secteurs géographiques. Donc, c'est la raison pour laquelle voilà, on préfère vous donner cette adresse, et après, on nous redispatche selon les codes postaux de vos entreprises. Donc,
on nous redispatche à nous conseiller vos demandes. Voilà. Vous pouvez également consulter notre site internet donc, qui est riche d'informations. On a parlé pas mal de l'onglet entreprise, bien évidemment, comment adhérer à Atlas, les services en ligne, l'alternance, où il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Vous pouvez retrouver tous les éléments aujourd'hui que nous avons abordés. Alors, sur la partie cofinancement exceptionnel, la dernière partie, en effet, peut-être qu'il n'y a pas autant d'informations sur le site. Bon, c'est dédié à vous, bureau d'études. Donc, vous avez eu un mailing et on se tient à votre disposition pour vous accompagner, hein, bien évidemment, avec beaucoup de proximité sur vos projets. Hein. Donc, écrivez à l'antenne tls@opco-atlas.fr. Et au vu des formations qui doivent se terminer au 31 décembre, on est assez réactif voilà, pour revenir vers vous très rapidement dans la mesure du possible et vous accompagner sur ces prises en charge et ces financements. Voilà. Je rappelle que le support va vous être envoyé ultérieurement. Donc ça, vous le recevrez, vous pourrez le reconsulter de cette manière-là. Je vais faire un petit point avec Anaï encore pour voir au niveau des questions. N'hésitez pas, on est connecté, on est en ligne, on voit vos questions. On ne peut pas donner la parole à chacun d'entre vous, vous êtes trop nombreux. Donc, on espère que ce webinaire vous a permis d'y voir un petit peu plus clair. Au niveau des questions, juste je relève une question qui peut être intéressante, effectivement, par rapport aux dispositifs exceptionnels hein, qui sont en vigueur actuellement dans le cadre du plan de relance. Au niveau du FNE et des cofinancements, bien évidemment, ce sont des dispositifs qui ne s'appliquent pas aux mêmes typologies de salariés, puisque le FNE est mobilisable pour les salariés en activité partielle, alors que les cofinancements sont mobilisables pour les salariés qui sont en activité totale. Donc, dans ce cadre-là, effectivement, une entreprise va pouvoir mobiliser à la fois l'un et l'autre de ces deux dispositifs, puisque voilà, ils n'ont pas le même objectif finalement. Donc, une entreprise peut très bien mobiliser du FNE pour ses salariés qui sont en activité partielle et mobiliser du cofinancement pour ses salariés qui sont en activité. Donc ça, c'est pas un souci, ça peut se faire sans problème. Voilà. Oui, après, une autre question qui est arrivée, voilà, par rapport au FNE, effectivement, les formations doivent être réalisées sur le temps chômé, donc par les salariés en activité partielle. La règle, effectivement, c'est que la formation est réalisée sur le temps chômé, tout à fait. Donc ça, je confirme ça. Au niveau du FNE, il faut savoir que le FNE est en vigueur voilà, jusqu'au 31 octobre en l'état, hein, avec les financements à 100%. Donc, pour ceux qui seraient susceptibles de déposer des demandes de prise en charge dans le cadre du FNE, pensez à bien déposer vos dossiers avant le 31 octobre, de manière à ce qu'ils puissent être financés à 100%, même si la formation devait se dérouler après cette date-là. Voilà, ça c'est important aussi à prendre en compte dans vos démarches. Voilà, il me semble avoir fait le tour rapidement des questions, mais comme on le disait tout à l'heure, effectivement, n'hésitez pas, si jamais il y avait des questions auxquelles on n'aurait pas apporté de réponse, à les renvoyer par mail, donc à l'adresse que vous voyez à l'écran, antenne-tls@opco-atlas.fr. Le mail sera basculé au conseiller en charge de votre entreprise et donc vous pourrez effectivement avoir une réponse et avoir un contact avec votre conseiller dédié. Je fais un rapide tour également, Anaïs, sur les questions. Donc, toute demande sur les dispositifs de cofinancement, en effet, donc nous écrire sur l'adresse antenne TLS. Je reprends rapidement une question. Sur le CPF de transition qui vient d'être posée. Alors, comme je le disais, le CPF de transition ou projet de transition professionnelle, le principe de base, c'est qu'il va venir mobiliser le compteur CPF du salarié, donc la somme disponible sur le compte CPF du salarié. Donc, bien évidemment, si le salarié n'a plus
n'a plus d'argent sur son compteur CPF, il ne pourra pas mobiliser un CPF ou un projet de transition professionnelle. Moi, je vais juste reprendre une question, mais c'est pas la première fois qu'on me la pose, c'est pour ça. Comment s'écrit Datadoc? Un organisme de formation qui est datadocké. Alors, tout simplement, data, D-A-T-A, doc, D-O-C-K. Voilà. Je refais un tour, Anaïs, sur les questions. Une question sur, tu viens d'y répondre, sur les heures chômées, le FNE, oui. Je pense qu'on a fait le tour, hein. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser par mail. Je pense qu'on va pouvoir conclure. En tout cas, vous pouvez vous apercevoir donc il y a plusieurs dispositifs et moyens mis en place pour vous accompagner dans la formation de vos salariés. Donc n'hésitez pas. Il y a une mobilisation, hein, on parlait autour de l'alternance, mais pas que. Pour les salariés en poste ou pour les salariés en chômage partiel également. Donc nous continuons à vous accompagner du mieux possible et des moyens sont mis en place. Donc n'hésitez pas en effet à nous contacter. On est là pour vous renseigner, vous accompagner. Merci. Et nous vous souhaitons une bonne journée. Et une bonne semaine. Merci à chacun d'avoir participé. Au revoir.